Bienvenue à tous. Donc ce soir, nous sommes en compagnie de Dorothée Gabanou pour le réseau Euroguidance, qui m'accompagne. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Lola Joux, qui est étudiante. Nous avons Aurélie Lombardonnet, qui est de l'Université Lyon 3 et qui s'occupe entre autres des échanges des étudiants avec l'Espagne. Et puis, pour la partie purement espagnole, nous avons Francisco Obispo Higuera, de l'Office pour l'éducation de l'ambassade d'Espagne. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du coup de l'Espagne. Donc les différents intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, puisque donc là cette visioconférence va se dérouler en 3 grandes parties. Vous en aurez une première qui va concerner plutôt les études supérieures en Espagne lorsqu'on est dans un échange institutionnel, c'est-à-dire inscrit dans un établissement en France. Donc ce sera l'Université Lyon 3 avec Aurélie qui nous en parlera. Et on parlera ensuite plutôt de la possibilité pour des étudiants français d'aller s'inscrire directement dans une université en Espagne. Et donc nous aurons tout au long de cette visioconférence les témoignages de Lola, qui elle est étudiante en double diplôme franco-espagnol avec l'Université Sorbonne et l'Université de Madrid. Alors un petit mot déjà peut-être pour commencer sur le réseau Euroguidance. Le réseau Euroguidance, c'est un réseau européen qui fait partie d'Erasmus+, dont nous avons pour mission de promouvoir la mobilité européenne, donc en diffusant de l'information, en menant différentes actions de promotion de la mobilité. En France, nous sommes divisés en 2 réseaux. Donc, d'une part, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, où l'on retrouve les 5 centres nationaux ressources. Donc, on retrouve celui de Lyon, dans lequel Dorothée et moi travaillons, mais également celui de Strasbourg, où vous avez aujourd'hui Manon et Gradiana qui seront là également pour nous aider et pour répondre aux questions via le chat. Nous avons également le CIO de Lille et celui de Marseille. Vous avez également dans le réseau Euroguidance le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, qui va s'occuper plutôt des questions liées à l'emploi, à l'apprentissage, à la formation continue, et qui est représenté par l'Intercarif PACA, qui représente les régions, et le Centre Info, qui est sur Saint-Denis pour tout ce qui concerne la formation continue. On va commencer du coup avec Dorothée, qui va vous présenter le cadre général des différentes façons de partir à l'étranger. Bonsoir à tous. Moi, je vais simplement vous présenter les différentes façons de partir en Espagne pour y faire la totalité de ses études ou une partie de ses études. Dans un premier temps, la mobilité institutionnelle qui permet de partir 1 à 2 semestres dans son parcours d'études qui est commencé en France. Donc cette mobilité-là s'envisage, je m'adresse particulièrement aux lycéens, pas tout de suite après le bac. Il faut s'inscrire dans une université, dans une école en France et en général, la mobilité est possible à partir de la 2e année, mais c'est souvent en 3e ou en 4e année d'études qu'on peut envisager de faire une partie, 1 ou 2 semestres d'études, ou alors un stage, là en l'occurrence en Espagne. Ça signifie qu'en étant inscrit dans un établissement en France, on valide son diplôme en France. Donc on a à la fin un diplôme français et que les frais de scolarité, on les paye également en France. Quand on participe à une mobilité institutionnelle de ce type, on a le droit à des aides financières, bien sûr dans le cadre du programme Erasmus+, dont l'Espagne fait partie, mais on peut avoir aussi un complément de mobilité quand on est boursier du Crous. Et éventuellement une aide également de la région, s'il est possible de cumuler les différentes aides. Là, moi je vous invite vraiment à vous adresser à vos établissements dans lesquels vous étudiez, notamment au travers des services des relations internationales, dont Aurélie pourra nous parler bien plus précisément par la suite. Donc là, diplôme français, études en France et une partie des études ou alors un stage qu'on fait à l'étranger. Quand on a envie, en tant que lycéen, de partir peut-être directement après le bac, c'est possible. Alors, on prépare la totalité de son diplôme, le grado, en Espagne. Ça signifie que la formation, on l'a fait en Espagne, on valide un diplôme espagnol et on est dans le système d'admission espagnol. Là également, Francisco va nous expliquer comment on peut envisager justement de faire une candidature en Espagne et quelles sont les démarches à suivre et puis quels sont les types d'études envisageables. Dans ce cas, les frais de scolarité sont payés bien sûr en Espagne.
Il peut y avoir des aides financières, là je pense que Francisco tu l'évoqueras après, ou au mérite, ou alors sur critères sociaux. Et puis, vous pouvez envisager de faire un parcours qui mène à la fois au diplôme français et au diplôme espagnol. C'est le cas des cursus binationaux. Et Lola pourra témoigner de son expérience parce qu'elle est actuellement justement dans ce type de cursus qui lui permettra de valider à la fois le diplôme français et le diplôme espagnol. Dans ce cas-là, le temps est partagé de manière plus ou moins égale. Lola nous expliquera son expérience entre les deux pays et éventuellement des bourses d'études peuvent être octroyées pour couvrir en partie les frais de scolarité quand on est justement dans le pays partenaire. Donc voilà les 3 types de mobilité dans le cadre des études possibles. Et là, on a vraiment la chance d'avoir des intervenants qui vont pouvoir expliquer un petit peu plus précisément ces 3 types d'études. Donc là maintenant, si vous avez bien compris, on va passer à la première partie qui concerne en fait la mobilité dite plutôt institutionnelle, c'est-à-dire quand on est inscrit dans un établissement en France et que l'on souhaite faire ses études, une partie des études à l'étranger dans le cadre d'un accord comme Erasmus par exemple. C'est par présenter très rapidement l'université Jean Moulin, Lyon 3. Donc elle se divise en 3 campus. On a 2 campus à Lyon, un à la Manufacture des Tabacs, un autre sur les quais, et un autre à Bourg-en-Bresse. L'université Jean Moulin Lyon 3, c'est une université en sciences humaines et sociales. Donc il y a différentes formations. Donc on a une faculté de droit, de langue, de lettres et civilisation, de philosophie. On a aussi une business school, donc c'est l'IAE Lyon, et un IUT. Donc très rapidement les chiffres clés, donc nous on accueille environ 30 000 étudiants. Parmi ces 30 000 étudiants, on a à peu près 6 000 étudiants internationaux. Donc on a évidemment à la fois des étudiants qui viennent en individuel, donc qui viennent s'inscrire comme n'importe quel étudiant français au sein de l'université, et on a d'autres étudiants qui viennent via donc les échanges, les programmes d'échange qu'on a, les partenariats qu'on a. On reçoit des étudiants étrangers et évidemment on en envoie aussi. Donc on envoie en moyenne 700 étudiants chaque année. On a 206 universités partenaires en Europe et on a 183 universités partenaires hors Europe, donc dans 85 pays. J'ai mis quelques chiffres en dessous parce qu'il y a certaines idées reçues qui disent qu'en année Erasmus, on ne fait pas grand-chose. C'est pas vrai. Et que ça pourrait, parce que l'année suivante, on a plus 6% de réussite quand on revient en M1 et 8% de réussite quand on revient en N2. Donc pour ceux qui disent que l'année Erasmus serait plus facile et les étudiants après derrière seraient un peu perdus, c'est pas vrai puisque la réussite derrière des études est bonne, voire donc on a plus 6%, plus 8%. Évidemment, comme on pourrait s'y attendre, on a des étudiants qui reviennent avec un niveau de langue qui est bien meilleur. Donc par exemple pour l'espagnol, on en a 40% qui reviennent avec un niveau C1. Donc on est juste en dessous du niveau C2 qui est le niveau bilingue, donc c'est un très bon niveau. Alors pourquoi partir à l'étranger? Donc déjà pour vivre une aventure humaine et culturelle en immersion totale dans le pays d'accueil. Ensuite, vous pouvez développer votre autonomie et votre capacité d'adaptation. Vous améliorez votre niveau de langue étrangère, comme je l'ai dit précédemment. Et ensuite, il faut bien penser qu'une mobilité à l'étranger, c'est quelque chose qui va venir enrichir votre CV, qu'on va pouvoir valoriser derrière sur le marché du travail. Ça permet également de découvrir un autre système d'enseignement et de nouvelles méthodes pédagogiques. Et enfin, vous partez dans un cadre défini et avec tous les atouts du statut étudiant français. Donc, comme l'a dit Dorothée, vous payez les frais de scolarité français et pas, par exemple, aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 10 000 € l'année, même plus d'ailleurs. Voilà. Donc, comme l'a dit Dorothée, il y a différents types de mobilité. Là, j'ai mis une liste non exhaustive. Il y a plusieurs façons de partir à l'étranger. Donc, on va s'intéresser du coup aux 3 premières surtout. Et moi, je vais vous parler de la première, donc la mobilité d'études dans le cadre d'un échange. Mais il existe aussi des mobilités de stage, des programmes délocalisés. Il y a l'année de césure, on peut partir en volontariat. Voilà. Et il y a l'esprit qu'il y a plein de façons de partir à l'étranger. Et donc, moi, je vais vous présenter donc les mobilités d'études dans le cadre d'un échange en m'appuyant sur l'exemple donc de Lyon 3. Alors, je vais répéter un peu ce qui a été dit, mais je pense que c'est important d'insister sur le fait que quand vous faites une mobilité d'études dans le cadre d'un échange, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que vous faites une mobilité dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec une université, donc par exemple en Espagne, par exemple une université, je sais pas, à Madrid ou à Barcelone, avec laquelle on va avoir un accord, et on va dire, bon bah voilà, on va se mettre d'accord, on dit, bon bah on va vous envoyer, je sais pas, 4 étudiants, et nous on va en recevoir 4. Et là où il faut faire attention, c'est qu'il y a des accords qui sont pour toute faculté confondue, mais par exemple, des fois, il y a des accords qui sont faits que pour le droit. Donc on va se mettre d'accord, on va vous envoyer 4 étudiants, mais seulement en droit. Des fois, ça va être 2 étudiants en histoire et puis 2 étudiants en management. Donc ça, il faut bien vous regarder en amont, où est-ce que je peux partir?
Ça, c'est la première des choses. Donc, vous partez via cet accord-là, et ayez bien à l'esprit que donc, quand vous partez, vous allez valider un diplôme français, donc comme si vous aviez fait votre année d'études en France. Donc, comment ça se passe? En fait, vous inscrivez pas à directement une année de licence, une année de master en Espagne. Vous allez en fait aller chercher les cours, les équivalents des cours que vous auriez eu en France. Donc, c'est un peu à la carte, en fait, si on peut dire. Vous allez chercher les équivalents des cours que vous auriez eu en France pour pouvoir ensuite valider l'équivalent du diplôme que vous auriez eu en France. Donc en fait, vous allez en Espagne, vous choisissez vos cours, vous validez l'équivalent de toutes les matières que vous auriez eu en France, vous avez vos notes espagnoles, donc dans le système espagnol, les notes sont sur 10, et quand vous revenez en France, ça va être transcrit, elles vont être retranscrites et vous aurez votre diplôme français. Alors pour que ce soit un peu plus concret, j'ai choisi de vous présenter un peu les différentes étapes par lesquelles vous allez passer quand vous voulez faire une mobilité à l'étranger. Mais gardez bien à l'esprit que d'une université à l'autre, il y a des choses qui changent. Donc là, c'est vraiment les grandes lignes. Donc, et je vais m'appuyer sur Lyon 3, mais il y a des différences d'une université à l'autre. Chaque université a ses procédures. La première étape, ça va être tout d'abord, en fait, quand vous arrivez dans l'université, vous renseignez. C'est la première des choses à faire. Il y a beaucoup de choses déjà qui sont sur le site internet. Ça peut paraître évident, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas lire tout ce qu'il y a sur le site internet. C'est la première chose à faire. Allez chercher les pages dédiées à l'international sur le site internet de l'université dans laquelle vous êtes, et ensuite mettez-vous en contact avec le service des relations internationales. Puisque le service des relations internationales, on est là pour ça, et on organise plein d'événements au sein de l'université. Donc, je prends l'exemple de l'université Lyon 3. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise 2 semaines, qu'on appelle les International Days, en octobre, où les étudiants vont pouvoir... Il y a différentes rencontres qui sont organisées. Donc, par exemple, si vous voulez partir en Espagne, c'est l'occasion de rencontrer des étudiants espagnols qui sont en France. Vous allez pouvoir rencontrer des étudiants qui sont partis en Espagne. On fait des réunions sur les différentes zones pour expliquer les spécificités des zones. Il y a des réunions qui sont faites aussi pour expliquer comment fonctionnent les bourses. Enfin voilà. Donc renseignez-vous, c'est vraiment la première chose à faire sur les événements qui sont organisés au sein de l'université. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, vérifiez bien les conditions de départ. Parce que, comme j'ai dit précédemment, vous ne pouvez pas partir n'importe où, puisque certains accords sont seulement pour une faculté et pas pour d'autres. Donc regardez selon ce que vous étudiez, où est-ce que vous pouvez aller. Et ensuite, on ne peut pas partir n'importe quand. C'est-à-dire que là, c'est pareil, ça varie d'une faculté à l'autre et d'une université à l'autre. Si vous êtes en droit, vous pourrez partir, par exemple, qu'en Master 1. Si vous êtes... donc ça, c'est à Lyon 3. Hein, là, je donne vraiment des exemples. Hein. À l'inverse, il y a des facultés pour lesquelles vous pouvez tout le temps partir. Il y en a, vous pouvez partir qu'en L2 ou en L3. Enfin voilà, les conditions de départ sont très complexes. Il faut vraiment se renseigner bien en amont. Un projet de mobilité, ça se prépare grand minimum 1 an avant de partir. Et enfin, donc, évaluer le coût de votre mobilité. Comme ça a été dit précédemment, vous avez des aides à la mobilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est pareil, ça varie un peu les sommes. Si je prends l'exemple de Lyon 3, les bourses vont de 2 200 € si vous n'êtes pas boursier pour partir en Espagne. Ça va jusqu'à 3 500 € si vous êtes boursier, selon votre échelon de bourse. Donc la deuxième étape, une fois que vous êtes renseigné, c'est de constituer votre dossier de candidature. Donc, vous choisissez les zones, les pays qui vous intéressent. Renseignez-vous bien, est-ce que j'ai besoin de passer un test de langue ou pas? Parce que là, c'est pareil, ça varie selon la destination et selon les universités visées. Pour les zones anglophones, vous pouvez avoir à passer le TOEIC ou le TOEFL et le délai pour les zones hispanophones. À titre d'exemple, à Lyon 3, nous, ce qu'on demande dans le dossier de candidature, ça va être un CV, une lettre de motivation rédigée dans la langue d'enseignement, vos relevés de notes et, encore une fois, selon la zone, vous pouvez avoir besoin d'un test de langue. Et j'insiste sur le dernier point, renseignez-vous tout de suite sur les dates butoirs de dépôt de dossier. Par exemple, donc à Lyon 3, c'est mi-novembre. C'est-à-dire que si vous voulez partir, par exemple, en 3e année de licence, pendant votre 2e année de licence, c'est dès la rentrée qu'il faut s'en occuper. C'est parce que mi-novembre, il faut avoir rendu le dossier, il faut que ce soit fini. Donc une fois que vous avez rendu vos dossiers, derrière, nous, il faut qu'on fasse une sélection. Puisqu'on ne peut pas envoyer tous les étudiants, et il faut qu'on affecte les étudiants dans les différentes universités partenaires. Donc sur quelle base se fait la sélection? Donc la première chose, ça va être les résultats universitaires. Mais attention, c'est pas seulement les notes qui vont... C'est pas parce que vous avez des très bonnes notes que vous pourrez partir dans toutes les universités partenaires. Il y a bien d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a votre projet d'études et professionnel. On va vérifier qu'il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire que vous visez effectivement une zone, un lieu, mais aussi une université. Donc il faut savoir argumenter pourquoi je veux aller là-bas, est-ce que ça correspond bien, c'est quoi mon projet d'études, c'est quoi le projet professionnel que j'ai derrière. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut savoir valoriser les expériences professionnelles que vous avez, les activités extra-universitaires. C'est très important, puisqu'on va aussi prendre en compte votre ouverture d'esprit, votre capacité d'adaptation, votre niveau de maturité. Et j'insiste là-dessus parce que, par exemple, comme je vous ai dit, moi, je m'occupe de la zone Amérique latine et Europe du Sud.
on va pas demander le même niveau de maturité à un étudiant qui veut partir en Colombie ou au Chili qu'un étudiant qui veut partir à Barcelone. On va pas se baser sur. Il faut quand même avoir une meilleure capacité d'adaptation, si on veut partir en Amérique latine. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de critères qui entrent en compte. C'est pas que vos notes. Et enfin, bien sûr, le niveau de langue. Je prends l'exemple donc de Lyon 3. Ce qu'on fait, c'est que chaque étudiant doit passer un entretien de sélection d'environ 10 minutes dans la langue d'enseignement du pays choisi. Donc pour l'Espagne, ce sera en espagnol. Là, je vous ai mis un exemple de checklist dans le cadre d'un départ, juste pour vous dire qu'avant un départ, il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut anticiper. Une fois que vous avez votre affectation, vous savez où vous partez, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, j'ai un exemple de checklist. Donc vous avez, évidemment, il faut réserver vos billets, il faut vérifier si vous êtes à jour de vos vaccins, il faut faire signer votre learning agreement. Il y a beaucoup de choses à faire, donc anticipez et renseignez-vous auprès du service des relations internationales. Et enfin, sachez que quand vous partez dans le cadre d'un partenariat, l'avantage c'est que pendant et après votre mobilité, en fait, vous allez être suivi de par votre université française, donc le service des relations internationales, mais aussi sur place, il y a toujours un référent au service des relations internationales de l'université partenaire qui va également vous suivre et vous aider dans vos démarches. Et quand vous revenez en France, donc par exemple à Lyon 3, ce qui se fait, c'est qu'on met en place des groupes d'atterrissage et des ateliers de valorisation pour aider les étudiants à valoriser leur expérience sur leur CV. Pour finir, je vais vous parler un peu des partenariats qu'on a avec l'Espagne. Donc d'abord, pourquoi partir étudier en Espagne? Pour la qualité, le mode de vie, l'ambiance festive et accueillante, la richesse de la culture espagnole. Ensuite, ayez bien à l'esprit que l'Espagne, c'est la seconde langue la plus parlée dans le monde, après le mandarin et pas après l'anglais. Donc parler espagnol, c'est vraiment un atout que vous pouvez avoir sur votre CV. Et enfin, vous pouvez penser que le coût de la vie est en général moins élevé qu'en France. Donc pour les partenariats qu'on a, c'est tous les points rouges. Donc vous voyez qu'on a un peu dans toute l'Espagne. Et après, je pense qu'on peut passer assez vite. En fait, je vous ai mis un peu donc la liste des partenaires qu'on a. Et j'en profite, donc comme vous voyez, pour rappeler que pour chaque université, vous avez en fait des accords qui sont pas dans les mêmes disciplines. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner en amont. Voilà. Là, c'est vraiment juste la liste des universités avec lesquelles on a des partenariats. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation qui était très complète et très claire. J'espère qu'elle a donné envie aux différents lycéens de partir en Espagne dans le cadre d'échanges. Donc là, on a vu avec vous et Dorothée, donc il y avait la mobilité institutionnelle, une mobilité en solo, et qu'entre les deux, il y avait un peu aussi la possibilité de partir en double diplôme. Là, je me tourne peut-être vers Lola dans un premier temps. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être simplement nous dire un petit peu ce que vous faites, votre parcours et comment est-ce qu'il se passe? Donc moi, je suis partie en Espagne dans le cadre d'un double diplôme franco-espagnol en droit à l'Université Complutense de Madrid. Donc le double diplôme, il s'effectue en 4 ans. 2 ans à Madrid du coup et après 2 ans à Paris à l'université de la Sorbonne. Je me suis inscrite au double diplôme donc par Parcoursup. Je suis inscrite à l'université en France et c'est eux après qui s'occupent donc de l'inscription en Espagne directement. J'ai envie de partir en Espagne parce que j'ai suivi le parcours Bachibac au lycée, donc qui permet de préparer à la fois le baccalauréat français et le bachillerato espagnol. Et pour financer donc ma mobilité, j'ai pu bénéficier de plusieurs bourses et notamment une bourse donc qui s'appelle la bourse Avenir avec l'association Dialogo qui s'adresse en fait aux étudiants qui ont suivi une formation donc soit internationale soit nationale au lycée. D'accord. Francisco, est-ce que tu veux rajouter un petit commentaire sur la bourse Avenir notamment? Oui, tout à fait. Alors Lola a mentionné l'association Dialogo. La bourse est gérée par l'association Dialogo, mais en fait, c'est depuis l'ambassade d'Espagne à Paris qui nous menons tout ce qui est infrastructure pour mettre en place les financements, en partenariat soit avec des entreprises qui veulent bien participer avec nous en apportant un financement, soit cette année avec le ministère des universités espagnoles. Et donc, il y a eu des sommes quand même assez conséquentes destinées, comme disait Manon, aux élèves qui sont dans les sections internationales espagnoles. On est présent dans 13 villes en France et dans presque la centaine d'établissements français qui ont une section Bachibac. Tous les élèves peuvent
participer pour obtenir la bourse et Manon, précisément, a été une des bénéficiaires. Lola. Pardon, Manon est à Strasbourg et Manon, Oui. ça fait longtemps qu'elle ne peut plus bénéficier de bourse. Lola, si on revient vers vous, donc là vous êtes en double diplôme, si j'ai bien compris, donc entre Madrid et Paris, et vos 2 premières années se font à Madrid, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, j'ai déjà vu voilà, quelques questions dans la discussion, notamment une, voilà, comment s'est passée votre arrivée voilà, avec un peu cette crise sanitaire en Espagne? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, bah, pour moi, du coup, ça s'est plutôt bien passé, puisque en Espagne, on a cours en présentiel une partie du temps. Donc, la moitié des cours se fait en présentiel. Donc, voilà, ça a permis au niveau même de l'intégration dans le pays de rencontrer tout de suite du monde et du coup que ce soit plus facile à la fois au niveau des cours et dans la vie au quotidien. D'accord, donc là vous êtes une promotion donc, qui mélange à la fois les étudiants français et espagnols? Oui, on est une promotion de 50. Cette année, il y a eu un peu moins de Français à partir justement avec la crise sanitaire, donc on est plutôt 17 Français, je crois, et le reste des Espagnols. Et donc oui, voilà, on est tout le temps mélangés. D'accord, dites-moi du coup les cours là, que vous avez cette année, ils sont tous en espagnol? Ou il y en a aussi Oui, en français ou dans une autre langue? non, tout est en espagnol. Tout est en espagnol. Et donc vous avez fait un bac, donc je rappelle, donc avec des matières qui sont déjà étudiées en espagnol. C'est peut-être pas le cas de tous les étudiants français qui sont avec vous. Est-ce qu'il y en Non. a qui ont des difficultés un petit peu en langue? Comment est-ce que ça se passe? Au début, ouais, il y en a pour qui c'était un peu plus compliqué. Après, comme on est un petit groupe, justement, ça permet de facilement échanger. Donc, il y a pas de compétition, donc tout le monde se tire vers le haut. Si les gens ont besoin des notes pour les cours, etc., il y a pas de souci. Et là, je dirais qu'à partir de décembre, tout le monde comprenait parfaitement les cours. On s'habitue vite parce qu'on est vraiment plongé, comme on n'a que les cours en espagnol, on est plongé dedans. Donc, au fur et à mesure, on comprend tout. D'accord. Donc merci Lola pour cette première information. Donc on va peut-être on reviendra vers vous après, hein, notamment pour certaines questions. On va passer maintenant à la partie de Francisco. Où Francisco, si tu veux bien, tu vas nous parler maintenant de la possibilité d'aller étudier et de s'inscrire directement dans une université espagnole. Mon intervention va surtout s'axer sur ce que tu disais, Yvan, au départ, une des possibilités, Dorothée aussi, de partir en Espagne, c'est-à-dire en solo. Et plus particulièrement, juste après les études secondaires françaises, c'est-à-dire juste après le baccalauréat. C'est une formule qui est employée, qui est utilisée par beaucoup de jeunes Français qui veulent faire des études, surtout dans tout ce qui sont les études dans le domaine médical. On a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Je vais parler alors du départ en solo et évidemment, après, si vous avez des questions sur notre type de départ en cours de cursus, etc., je serai enchanté de répondre. Alors, pourquoi partir en Espagne? Ça a déjà été dit par Aurélie. Il y a pas mal de points d'attrait, par exemple la qualité de vie, la diversité et richesse culturelle. Nous avons en Espagne un enseignement de qualité. L'innovation et technologie, l'Espagne, je pense qu'en ce moment, est pratiquement au niveau du reste des pays européens très développée. Et nous avons, ça ne concerne peut-être pas les personnes qui assistent actuellement à la conférence, une offre quand même très importante de formation en anglais, pas tout en anglais, mais un panachage avec des pourcentages différents en anglais et espagnol. Quelque chose qui est très important aussi, Aurélie en a fait mention, c'est la langue espagnole dans le monde. Vous voyez que la langue officielle, l'espagnol est langue officielle dans 21 pays, 19 en Amérique latine. Et précisément, une question pour le chat. Quelqu'un saurait-il me dire quels sont les 2 pays manquants? Tu me dis le résultat, Yvan, parce que moi, je ne vois pas. S'il y a des réponses. États-Unis, Non. Canaries. Non, le Canaries, c'est une partie d'un pays qui a l'espagnol comme langue officielle. Espagne. L'Espagne, en plein. Et le deuxième? Philippines. Non, ce n'est pas Philippines. J'oriente, chercher du côté du continent africain. Ah, il y a la Carole, donc une collègue du CE de Brest marquée Afrique, mais plus Non, précisément. Afrique, oui, il faut préciser. Afrique du Sud. Non, pas du tout. Guinée. Oui, la Guinée équatoriale, voilà. Alors, c'est un pays qui a comme langue officielle l'espagnol. Alors, vous voyez un petit peu les projections, l'importance de l'espagnol qui est parlé par plus de 500 millions de personnes à travers le monde. Hein. Une autre projection, en 2060, les États-Unis
seront le deuxième pays hispanophone du monde et s'avance à vitesse grand V. En 2050, il y aura plus de 750 millions de personnes qui seront hispanophones et près de 20 millions de personnes étudient l'espagnol comme langue étrangère. À titre d'exemple, ici en France, vous savez que la langue espagnole domine surtout comme deuxième langue dans l'enseignement et il y a environ 3 300 000 élèves qui étudient l'espagnol dans le système éducatif français. Alors, nous rentrons directement dans le système de l'enseignement supérieur. Il y a quelques précisions que je vais vous apporter. Je vais d'abord évoquer cette partie qui est à gauche. Nous avons un enseignement supérieur qui est un enseignement spécial, surtout enseignement artistique, qui comprend la musique, la danse, l'art dramatique, les conservatoires, les arts plastiques, et qui ont une formation bien spécifique, avec des durées qui ressemblent à celles que l'on fait dans l'université, mais en Espagne, ce n'est pas considéré comme enseignement universitaire. Dans la partie droite de cette diapositive, vous voyez aussi un enseignement qu'on appelle des cycles formatifs de degré supérieur. C'est des formations qui ressemblent en France au BTS. Elles se font juste après le diplôme de l'enseignement du second degré espagnol, le título de bachiller. C'est des formations qui se font en 2 ans. Donc, c'est vraiment, si on peut comparer avec ce qui se passe en France, c'est vraiment l'équivalent du BTS. Sorti de ce type de formation spécifique, moi, je vais axer mon intervention sur la partie centrale, c'est-à-dire l'enseignement universitaire. Hormis ces 2 particularités que je viens d'évoquer, tous les cursus en Espagne se font à l'université. Sachez qu'en Espagne, il n'y a pas des études supérieures, en celles que j'ai évoquées, qui dépendent de ministères différents, comme ça peut l'être en France. Les études, par exemple, d'agronomie ou de vétérinaire, qui dépendraient du ministère de l'Agriculture. En Espagne, tout se fait à l'université, que ce soit les études d'infirmières, les études de kiné, les études d'ingénieur, c'est des études universitaires. Donc, là, je vais axer mon intervention sur cette partie centrale, qui se divise en 3 niveaux qu'on va détailler un petit peu plus loin. Alors, ces universités qui dispensent tous ces enseignements-là, on en a 87 en Espagne. Nous avons 50 universités publiques et 37 universités privées. Que l'on fasse ces études dans un système ou l'autre, le public ou privé, les 2 parcours conduisent à l'obtention de diplômes nationaux, c'est-à-dire des diplômes reconnus dans tout l'État espagnol et évidemment dans l'Union européenne et dans d'autres pays. Ces 2 types d'établissements, qu'ils soient publics ou privés, dispensent aussi des formations qui conduisent à l'obtention de diplômes d'établissement. C'est exactement la même chose que si l'on faisait ces études en France, on trouve les mêmes types de diplômes. Il faut savoir qu'en Espagne, l'accès à l'université, la sélection, se fait juste après, pour les Français, le baccalauréat. Après, en cours de cursus, il n'y a plus d'année probatoire avec présentation des concours ou d'obstacles. Une fois qu'on a intégré la première année de l'enseignement supérieur, il suffit de suivre normalement sa scolarité et l'on obtient les diplômes espagnols. Quelques mots sur la composition de l'État espagnol. Vous savez qu'en Espagne, nous fonctionnons sous le régime des communautés autonomes. Nous avons 17 communautés autonomes. Pour vous donner une idée, ça pourrait ressembler aux régions françaises, mais les communautés autonomes espagnoles ont des compétences beaucoup plus vastes que les régions françaises. Quelques exemples. Par exemple, dans chaque communauté autonome, il y a un service qui est en charge de l'éducation et tous les établissements, tous les fonctionnaires, toutes les universités dépendent du gouvernement autonome correspondant. Évidemment, Madrid, il y a le gouvernement central avec un ministère des universités, mais qui n'est là que pour dicter les conditions générales d'application, mais il y a une très très large part d'application qui est laissée pour les communautés autonomes. Donc, un aspect aussi qu'il faut signaler, c'est que nous avons des communautés autonomes qui ont une seconde langue officielle. En Espagne, la Galice, par exemple, ici dans l'Est, le Pays Basque, la Catalogne, Valence, ces régions-là, ces communautés autonomes ont une seconde langue officielle. Cela veut dire que n'importe qui se trouve sur ces territoires-là peut employer indifféremment, pour s'adresser à d'autres personnes ou à l'administration, l'une des 2 langues officielles. L'aspect le plus caractéristique, c'est ce qui se passe en Catalogne. Si vous allez en Catalogne dans une université publique, l'enseignant peut parfaitement impartir son cours dans une des 2 langues officielles, c'est-à-dire en langue espagnole ou en catalan, mais vous avez aussi la possibilité de lui répondre en espagnol. L'utilisation des 2 langues est évidemment permise.
qui dit communautés autonomes qui ont assumé les pleines compétences en matière éducative, vous verrez aussi que ça peut poser quelques problèmes pour les étudiants français qui veulent commencer des études en Espagne. En France, vous avez par exemple un seul système d'accès à l'université, aux études supérieures qui est Parcoursup. En Espagne, pour résumer, on peut dire qu'il y a 17 plateformes différentes, 17 Parcoursup. Chaque communauté autonome a sa propre plateforme pour accéder à ces universités. Alors, sur cette diapo-là, vous avez un petit peu l'organisation des études universitaires. En France, un système que vous connaissez bien, le système universitaire, la licence master-doctorat, 3 plus 2 plus 3, voilà, la licence en 3, master en 2. En Espagne, nous avons le premier niveau qui est vraiment la généralité, qui se fait en 4 ans. Et le diplôme que l'on obtient au bout de ces 4 ans, c'est ce qu'on appelle le grado. Il existe aussi des grados en 3 ans, mais je ne fais que l'évoquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y en a tellement peu, que ce n'est pas la peine d'en parler. Les formations que choisissent les Français sont à 99% des formations qui ne se font qu'en 4 ans. Ensuite, après le grado, les étudiants peuvent préparer en master en 1 an. Vous voyez que le cycle, le grado plus master, ça vous fait 5 ans. C'est exactement la même durée pour les 2 cycles en France, licence plus master, 5 ans. Ensuite, possibilité évidemment de préparer un doctorat. Il y a des grados particuliers. Retenez, la plupart des grados, 4 ans, mais il y a des grados particuliers. Et là, j'ai ressorti quelques grados spécifiques qui sont, surtout les 4 premiers, relativement demandés par les jeunes étudiants français. Le grado en médecine, qui conduit à l'obtention du diplôme de médecin, c'est en 6 ans. Vétérinaire, 5 ans, dentiste, 5 ans, pharmacien, 5 ans. Donc, c'est 1 année ou 2 ans de plus que le grado classique en 4 ans. Et architecture, 5 ans. Sachez que les formations que je viens d'indiquer là, c'est des formations qui ont été reprises par des directives communautaires sectorielles. Et ces exemples-là, il y a une reconnaissance automatique dans tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une de ces formations-là en Espagne, elle sera automatiquement reconnue à son retour en France ou dans un autre pays de l'Union européenne. Alors, comment se fait en Espagne l'accès à l'université? Le critère principal qu'utilisent les universités pour sélectionner leurs étudiants, c'est la note de fin d'études secondaires. En Espagne, les jeunes Espagnols qui sont dans des établissements similaires au lycée finissent leur scolarité et ils passent aussi des examens qui seraient un petit peu semblables au baccalauréat et ça leur donne une note sur 10. En Espagne, la notation se fait sur 10. Après, je vais préciser cette notation qui donne accès à l'université. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les étudiants qui viennent d'un des pays de l'Union européenne et plus particulièrement de la France? L'Espagne considère que le baccalauréat qui donne accès à l'université, donc ce baccalauréat sera reconnu comme et donnant aussi un accès direct à l'enseignement supérieur espagnol. Et en baccalauréat, on obtient aussi une note. Eh bien, c'est cette note-là qui va être prise en compte pour la sélection que vont pratiquer les universités en Espagne pour les mettre en concurrence avec la note qu'obtiennent les élèves qui ont fait les études dans les établissements similaires au lycée. Je vais préciser, il n'y a pas que la note du baccalauréat qui peut compter pour certains cursus, mais on va voir ça en détail. Alors, est-ce que l'on part directement avec le diplôme du baccalauréat ou avec le relevé de notes du baccalauréat, parce qu'on l'obtient en règle générale début juillet, et on ne peut pas partir directement avec le diplôme tel quel français ou avec l'équivalent allemand ou belge. Il faut passer par un organisme qui va transformer ce diplôme français, le baccalauréat, le terme espagnol c'est acreditación, en attestation espagnole. C'est-à-dire vous devez obligatoirement obtenir un document espagnol qui va transformer votre baccalauréat en document espagnol avec une note aussi sur 10. Alors cet établissement, c'est une université, c'est l'Université nationale d'éducation à distance, c'est la seule université qui dépend de l'administration centrale et c'est une université qui fonctionne en règle générale par correspondance et il y a un service spécifique dont les sigles c'est UNED A6, qui est un service qui s'occupe précisément de délivrer ces attestations pour les étudiants qui viennent en particulier des pays de l'Union européenne. Donc, ça concerne particulièrement les Français. Quelque chose de très important, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, pour l'année 21-22, mais c'était aussi valable pour les années précédentes, il faut absolument vérifier que l'université d'accueil accepte les attestations de l'UNED A6. Je répète, les universités dépendent des communautés autonomes et les communautés autonomes peuvent dicter des dispositions différentes de celles que l'on voudrait qui s'appliquent pour tout le territoire espagnol. Un exemple, la plupart des communautés autonomes
acceptent les attestations de la UNED Assist. Celle qui n'accepte pas ces attestations, c'est la communauté andalouse. Mais j'en reviendrai tout à l'heure aussi sur ce petit problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller faire des études en Andalousie. Évidemment, on pourra faire ces études en Andalousie, mais la demande d'attestation doit se faire directement auprès du gouvernement andalou. Pour le reste du territoire, on va voir qu'en passant par cette Université nationale d'éducation à distance, je vais résumer ça, je vais appeler la UNED Assist, l'organisme qui s'occupe de ces attestations, ça sera suffisant. Je me permets de te couper deux secondes, Francisco, parce qu'on a plusieurs questions dans la discussion concernant les élèves qui ont le Bachibac, concernant la nécessité ou non de demander cette attestation auprès de la UNED. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Alors, comme je disais au début, nous participons dans ce qu'on appelle en Espagne le baccalauréat OIB, l'option internationale du baccalauréat, dans 13 villes et à peu près 100 autres établissements où l'on prépare le Bachibac. Ces élèves-là, pour l'accès à l'université, sont soumis aux mêmes règles générales de tout le monde, c'est-à-dire ils doivent passer par le service de la UNED Assist. Les avantages qu'ils ont en faisant un Bachibac ou le baccalauréat option internationale, on va le voir, c'est concrètement, en particulier sur la langue, où ils ne seront pas passés d'examen de langue si l'université l'exige. Et puis, on veut prendre l'exemple de Lola, les personnes qui veulent s'inscrire dans des doubles cursus pour des doubles diplômes, le fait de venir d'une section internationale ou d'un Bachibac, c'est grandement valorisé. Mais pour répondre à la question, oui, il doit passer par le même processus. Merci Francisco. Alors, comment on peut vérifier sur le site de la UNED que l'université d'accueil accepte les attestations? Vous verrez, il y a une possibilité, il faut se connecter sur le site de la UNED Assist, et ils ont un moteur de recherche, vous voyez, et là j'ai fait une simulation. La première ligne, c'est le choix du pays d'origine, vous mettez alors Europe évidemment, France. Quelles sont les études secondaires que vous avez suivies? Il peut y avoir une possibilité de baccalauréat général. Maintenant, il y a d'autres possibilités aussi, mais c'est le cas le plus courant. Je sélectionne ensuite l'université. Comme je disais auparavant, vous voyez, avant de sélectionner l'université, il faut toujours sélectionner la communauté autonome où est installée cette université, et ensuite l'université en question. Là, j'ai pris comme exemple l'université de Barcelone. Une fois renseignés tous ces éléments, le moteur de recherche va nous renvoyer les résultats. Alors, vous voyez, Université de Barcelone, et là, vous avez est-ce que la qualification par admission, c'est-à-dire cette fameuse attestation de l'université sur laquelle va figurer la note sur 10, est-ce qu'elle est considérée, est-ce qu'elle est valable pour cette université? Et vous voyez, si. Et ils vous disent, évidemment, de vous rapprocher auprès de l'UNED Assist pour faire les démarches correspondantes. Donc, dans la plupart des universités territoriales espagnoles, vous allez avoir cette réponse, sauf en Andalousie. Pour résumer, vous voyez, en France, vous allez avoir le baccalauréat avec une note sur 20. Il faut passer par le site UNED Assist et vous allez obtenir cette fameuse accréditation, on peut appeler attestation ou accréditation en espagnol, qui va être transformée en note sur 10. Ça vous donnera votre note d'accès. Comment est calculée concrètement ces notes d'accès? En principe, vous voyez que sur 20 et sur 10, on peut penser qu'en divisant la note sur 20 par 2, on obtient la note sur 10. Actuellement, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant, c'est la transformation de la note sur 20 en note sur 10, et vous voyez que c'est des algorithmes qui sont appliqués. Vous voyez sur la colonne de gauche la note du bac entre 10 et 13,99, etc., les différentes fourchettes de notes jusqu'à 20, et vous avez des algorithmes qui s'appliquent en fonction de la note obtenue du baccalauréat. Vous avez ici un exemple, quelqu'un qui a 15 sur 20 au baccalauréat, en appliquant la formule qui est indiquée là, vous voyez, il faut juste suivre, je vous fais grâce du calcul, le résultat, ça fait 8,456 sur 10. Les calculs en Espagne pour l'accès à l'université sont calculés avec 3 décimales. Je répète, c'est des algorithmes actuels. Ça peut changer parce que ce mode de calcul pour l'accès aux universités, sauf en Andalousie, et pourquoi en Andalousie? Parce que l'Andalousie, elle a choisi de faire la transformation de la note du bac sur 20 en note espagnole en divisant tout simplement par 2. Donc, c'est des accords entre les universités espagnoles, ce tableau d'algorithmes, et la UNED Assist qui est chargée de gérer ça. Et les universités espagnoles peuvent à tout moment changer ces algorithmes. En tout cas, si vous allez sur le site de la UNED Assist, c'est les algorithmes en vigueur. Et c'est des algorithmes qui étaient en vigueur pour les élèves qui se sont inscrits dans les universités espagnoles cette année 2021.
Alors, pour les cursus non sélectifs, c'est-à-dire s'il y a plus de places que de demandes dans un cursus, je ne sais pas, mettons quelqu'un qui voudrait faire de la littérature espagnole, qui est souvent le cas, il y a plus de places que de demandes. Je résume, baccalauréat, note sur 20, on passe par la UNED-A6, on obtient son accréditation sur 10, la note sur 10, donc on a un accès direct à l'université. L'inscription se fera directement. Par contre, pour les cursus qui sont très sélectifs, donc il y a beaucoup plus de demandes que de places, vous voyez qu'il y a un autre élément qui vient s'ajouter. On démarre comme sur la ligne précédente, baccalauréat, note sur 20, on passe par la UNED-A6, on obtient une note sur 10 et on peut, je vais présenter de manière plus précise ce que sont ces épreuves de compétences spécifiques, on peut de manière volontaire se présenter à des épreuves pour engranger des points supplémentaires qui s'ajouteront à cette note obtenue sur 10. Vous allez voir que pour certains cursus, il est obligatoire de se présenter à ces épreuves de compétences spécifiques. J'ai mis PCE parce que c'est l'abréviation comme sont nommées ces épreuves en Espagne, Pruebas de Competencias Específicas. Alors ça, une fois la note sur 10 plus les points qu'on peut engranger, ça peut donner accès au cursus que l'on a choisi. On va rentrer dans les détails. Résumé final, bac, on peut obtenir un maximum de 10 points en notation espagnole. Les PCE, on peut obtenir un maximum de 4 points. Donc, l'accès à l'université espagnole se fait sur 14 points. À retenir, ça sera toujours sur 14 points. Dès que vous allez sur les sites des universités, vous allez toujours voir les conditions d'admission et les notes qui vont être publiées vont être calculées sur un total de 14 points. Alors, on rentre en plein dans les PCE, dans les épreuves de compétences spécifiques. Comment on peut obtenir ces points-là? Il y a deux possibilités. La partie gauche, on peut les obtenir en passant des examens, c'est-à-dire en présentiel. L'Université nationale d'éducation à distance, dont dépend l'organisme qui délivre les attestations pour s'inscrire en Espagne, étant une université, c'est elle qui organise ces épreuves. Sachez déjà que ces épreuves ont lieu tous les ans à Paris. Et même cette année 20, où il y avait des problèmes d'examen en présentiel, il y a eu quand même des examens à Paris pour que les étudiants français intéressés pour faire des cursus en Espagne puissent passer ces épreuves. Donc, elles ont eu lieu. Et il y a aussi une seconde possibilité, c'est de faire reconnaître des notes que l'on a obtenues au baccalauréat. C'est-à-dire, si par exemple, on a obtenu en physique un 18 sur 20, il est possible de faire reconnaître ces notes en notation espagnole sur 10, mais là où on n'applique plus les algorithmes, la note sera simplement divisée par 2. On va voir chacune des formes d'obtenir ces quatre points. Alors, en présentiel, l'examen en présentiel, c'est-à-dire ceux qui voudront passer les examens qui, espérons-le, auront lieu comme l'année précédente au mois de juin ou juillet si la situation sanitaire ne s'arrange pas. À Neuilly-sur-Seine, c'est-à-dire près de Paris, ces épreuves ont lieu dans notre lycée espagnol, qui se trouve à Neuilly-sur-Seine. Alors, tous les étudiants peuvent se présenter à 6 matières maxi, à 6 matières. Mais dans la plupart des cas, il faut se présenter avec 2 ou 3 matières, ça sera suffisant. Parce qu'on tiendra compte uniquement de 2 matières, les 2 meilleures notes obtenues dans 2 matières. Chaque matière sera notée sur 10. Et chaque matière aura un coefficient 0,1 ou 0,2. J'expliquerai ce que sont ces coefficients. Mais ces coefficients sont déterminés par l'université d'accueil. Donc, on va voir comment ça fonctionne. J'ai pris un exemple de l'Université de Navarre. C'est exactement le document que vous pouvez avoir sur le site de l'Université de Navarre, qui est une université publique. Et j'ai pris un exemple des études de médecine. Alors, vous voyez sur la ligne gauche, médecine, et là, vous avez les matières qui permettent d'engranger des points. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais évidemment, toutes les matières ne vont pas pouvoir rapporter ces fameux 4 points. Les matières qui vont rapporter des points, c'est des matières qui sont intimement liées avec les cursus que l'on veut faire. Si l'on veut faire médecine, ce sont des matières éminemment scientifiques qui vont compter. Vous voyez, sur cette ligne-là, là où nous avons les coefficients 0,2 ou 0,1, c'est les universités qui choisissent. Ça concerne le coefficient 0,2, biologie, mathématiques, chimie. On peut se présenter aussi à des matières comme physique ou économie de l'entreprise, mais ça ne rapporterait qu'un coefficient 0,1. Donc, ce n'est pas très intéressant si vraiment on veut engranger un maximum de points. Prenons un exemple.
Si vous allez en présentiel à Paris, vous présentez à l'examen et vous présentez en biologie en sachant que vous voulez rentrer à l'Université de Navarre, vous obtenez à l'examen, qui sont dotés sur 10, 8,5 sur 10. Donc 8,5, comme on a vu que la biologie a un coefficient 0,2, ça vous rapporte déjà 1,7 points de plus qui viendront s'ajouter à la note qui vous a été calculée du bac en notation française. La même chose pour la chimie, dans l'exemple que j'ai indiqué, vous voyez, note 6 sur 10, on multiplie aussi par le coefficient 0,2 qui est donné par cette université à cette matière, ça nous donne 1,2 points, total 2,9 points qui viennent s'ajouter à la note du baccalauréat transformée en note espagnole. Voilà comment ça marche. Donc, évidemment, avant de se présenter à l'examen, si l'on connaît l'université dans laquelle on veut faire les études, il faut toujours aller sur le site où toutes ces indications sont indiquées pour voir quelles sont les matières intéressantes qui peuvent rapporter des points pour faire le cursus désiré. Alors, sur le site de la UNED Assise, on trouve toutes les matières objets d'examen. Alors, il faut savoir que le programme de ces matières, c'est le programme des matières de la seconde année du baccalauréat espagnol, la seconde année, la dernière année des études de l'enseignement espagnol. Il n'y a pas des programmes qui sont adaptés à chaque pays de l'Union européenne, que l'on vienne d'Allemagne, de Belgique ou de la France, les examens vont porter sur le programme espagnol. Sur ce site-là, vous avez aussi comment est fait l'examen. Est-ce que c'est un examen pur et dur ou alors est-ce que c'est un test plus une partie d'examen? Donc, pour chaque matière, vous avez la modalité de l'examen et il faut consulter la guide didactique et le programme parce que pour la plupart des matières, vous avez évidemment le programme de la matière et surtout des exemples précis d'exercices qui sont tombés les années précédentes. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent améliorer leurs notes en se présentant à ces épreuves de compétences spécifiques, de vérifier tout ça sur le site de la UNED Assise. Voilà, c'est sur cette page-là, vous allez tomber sur ce logo-là. Voilà, vous avez un code QR. Sur notre site à l'ambassade d'Espagne à Paris, vous avez ces informations-là. Vous avez les liens et les codes QR qui vous permettront d'aller directement sur le site de la UNED Assise. Ça vous évitera de chercher. Que se passe-t-il pour la reconnaissance de notes? Alors, la reconnaissance de notes, comme je vous disais, il est possible de reconnaître certaines notes que l'on a eues au baccalauréat. Donc, la note du bac sera divisée par 2 en notation espagnole. Alors, la UNED et les universités qui acceptent ce type d'attestation, elles, il faut que les notes obtenues dans les matières des pays, des systèmes éducatifs étrangers, soient quand même en rapport avec le programme espagnol. Donc, il y a une étude qui a été faite, vous voyez, pour certaines matières du bac français. Alors, vous avez actuellement un mélange, entre les bacs jusqu'à présent. Et maintenant, on va voir l'année 21, le nouveau bac. En France, ça a complètement chamboulé. Donc, la UNED est en train d'étudier des nouvelles matières, une nouvelle organisation. Donc, ça, c'est provisoire. Mais en tout cas, les matières qui sont indiquées ici en vert, ça veut dire que si quelqu'un a eu l'anglais en 2021, cette matière-là peut être directement transformée en notation espagnole pour les épreuves de compétences spécifiques, par exemple pour faire un cursus ou une note en anglais peut vous faire engranger des points qui viendraient s'ajouter à la note transformée du baccalauréat. Bon, mais ça peut être la même chose pour les mathématiques, etc. Donc, c'est en cours de changement, mais sachez que si vous obtenez le bac avec de bonnes notes, vous pourrez faire ça. Le seul inconvénient, c'est les délais. Ici en France, les résultats du baccalauréat sont donnés relativement tard par rapport aux résultats qui sont donnés par les lycées en Espagne. Donc, envisager de faire reconnaître les notes, c'est-à-dire je ne veux pas me présenter aux épreuves écrites des PCE, mais j'espère avoir une bonne note au baccalauréat, je le ferai reconnaître, c'est un petit peu risqué parce que souvent, on n'a pas le temps de faire les démarches. Par contre, si vous vous présentez au PCE, les épreuves de compétences spécifiques ont lieu en général bien avant les résultats du baccalauréat. Donc, cela permet à la UNED de corriger l'exercice et même avant d'avoir le baccalauréat français, vous allez avoir les notes obtenues dans ces épreuves de compétences spécifiques. Une notion qui est très importante, qui, disons, enrichit ce que je vous disais sur la note d'accès à l'université sur 14, c'est ce qu'on appelle en Espagne la nota de corte. On peut traduire peut-être par la note seuil ou la note de seuil. C'est une indication que vous allez voir aussi sur tous les sites en Espagne. Je vous donne un exemple. Dans les cursus sélectifs, admettons qu'il y ait 10 places en première année d'une formation quelle qu'elle soit et qu'il y a 15 candidats. Comme je vous disais, les universités, en règle générale, elles sélectionnent par la note de fin d'études secondaires. Donc, les notes obtenues pour un Français au baccalauréat, plus ce qu'il aura engrangé
dans les épreuves de compétences spécifiques, il va participer avec les candidats espagnols et l'université va ordonner tous les dossiers par note de la plus élevée à la plus basse. Et s'il y a 15 candidats et il n'y a que 10 places, le dernier qui va entrer dans cette première année d'études X, il a une note de 11,80. C'est ce qu'on va appeler en Espagne la nota de corte. C'est la note obtenue par le dernier entrant dans un cursus déterminé. C'est une indication qui est très valide et qu'il faut aller rechercher sur les universités pour voir la difficulté d'avoir une place pour certaines formations. Vous allez peut-être comprendre sur la diapo suivante, je vous ai mis les notas de corte nécessaires pour cette année 2021 dans quelques exemples. Vous voyez que la plus élevée, c'est faire médecine dans l'Université autonome de Madrid, c'est une université qui est près de Madrid. Le dernier entré dans la promotion 2021 avait 13,426 sur 14. Même en ayant une très bonne note au baccalauréat, même en transformant avec les algorithmes en espagnol, la note maxi qu'on peut avoir, c'est 10 sur 10. Il faut obligatoirement se présenter aux épreuves de compétences spécifiques pour atteindre cette note. Bon, les exemples, vous voyez, en physio, en pharmacie, en architecture. Donc, il faut toujours aller chercher l'information sur ces notes. Une petite précision, ces notas de corte sont surtout valables pour les universités publiques. Les universités privées, elles, vous demanderont, puisque les personnes qui vont en Espagne font surtout des cursus qui conduisent à l'obtention d'un diplôme national, qui dit national, l'université privée doit exiger à l'étudiant qu'il a les prérequis pour y entrer, les prérequis. Donc, quel est le prérequis? C'est l'attestation de la UNED A6, c'est-à-dire la transformation du baccalauréat en attestation espagnole avec une note sur 10. Et les universités privées sélectionnent, en règle générale, par des entretiens, par l'examen du dossier scolaire, par des examens sur place. Donc, elles utilisent d'autres critères que la nota de corte qu'utilisent les universités publiques. Francisco, je me permets de t'interrompre une petite minute. Il y a plusieurs questions quand même là, qui concernent les PCE et puis les reconnaissances des matières. Oui. Alors, premièrement, je pense que préciser que les reconnaissances des matières, ce ne sont pas toutes les universités qui le proposent. Tout à fait. Tu as bien fait de me le signaler. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le moteur de recherche que je vous ai indiqué uniquement les universités qui délivrent les attestations pour une inscription, avec la note sur 10. Mais toutes les universités n'acceptent pas la reconnaissance, surtout beaucoup d'entre elles la reconnaissance de notes. Elles acceptent presque toutes les notes obtenues par des examens présentiels. Étant donné que l'Université nationale d'éducation à distance est une université publique, à distance mais publique, les restes des universités reconnaissent ces notes-là. Par contre, ces reconnaissances de notes, beaucoup d'entre elles ont décidé que, elles ne trouvaient pas ça tout à fait normal qu'on reconnaisse une note que quelqu'un a obtenue au baccalauréat ici et qu'on la transforme en notation espagnole. Donc, sur le moteur de recherche de la UNED A6, la recherche que j'ai faite tout à l'heure, on peut la refaire pour savoir si la UNED reconnaît les notes obtenues en présentiel ou en reconnaissance de matière. Voilà, on peut avoir cette information aussi sur le site de la UNED A6. Voilà, et si on ne peut pas faire, si elles ne reconnaissent pas, alors malheureusement, il faut aller passer les examens en Espagne sur des matières de compétences spécifiques. Hein. Mais en général, ce n'est pas le cas. Hein. Donc là, pour les universités qui reconnaissent les matières, donc la demande se fait bien à travers la UNED et non pas directement auprès de l'université. Non, à travers la UNED. Mais j'insiste, hein, les délais sont tellement courts que ça, c'est valable. Par exemple, quand quelqu'un fait une césure, fait une coupure, c'est-à-dire il a le baccalauréat et il veut rentrer, laisser une année, c'est ce qui lui permet de faire toutes ces démarches et d'obtenir cette reconnaissance. Voilà, ça, c'est jouable dans ces cadres-là. Quelqu'un qui voudrait finir là en 2021 en juin pour une rentrée en septembre, octobre de 2021, ça va être un petit peu juste, hein, parce que les résultats en France sont donnés relativement tardivement par rapport aux résultats espagnols. Et donc, les universités font leur processus de préinscription presque au même moment. Donc, il n'y a pas tellement il y a pas beaucoup de temps pour faire. Donc, en conclusion, Francisco, il vaut mieux que les lycéens ou étudiants se préparent à passer les PCE s'ils veulent accéder à des formations qui sont un peu sélectives. Oui, et ils vont avoir les résultats, évidemment, avant d'avoir même les résultats du baccalauréat. Hein. Évidemment, les examens qui sont passés sur ces formules-là seront conditionnés à l'obtention du baccalauréat. Hein. D'accord. Une petite question également sur la validité de l'accréditation. Il me semble qu'elle est valable 2 ans. Alors, la validité de l'accréditation, tout à fait, elle est valable 2 ans. Ce qui va être un petit peu délicat,
c'est que la reconnaissance, dis-moi pour revenir sur la reconnaissance de notes, ne peut se faire que dans les deux. La validité est aussi de 2 ans. C'est-à-dire, quelqu'un qui aura le baccalauréat en 21, en juin 21, cette reconnaissance de notes, s'il lui est acquise, il pourra l'utiliser en 21, 22 et 22, 23. C'est tout. C'est tout. Après, elle est caduque. Mais sinon, l'accréditation est valable 2 ans. Ensuite, il faut faire des démarches administratives. On obtient la même accréditation après. D'accord. Juste peut-être pour finir sur les PCE, donc tu as bien dit qu'elles pouvaient se passer au lycée espagnol de Neuilly. Pas seulement, oui, pas seulement. Oui, pas seulement, parce que, alors, en élargissant, il y a beaucoup de centres d'examen en Espagne, évidemment. L'élève français n'est pas obligé de le passer à Paris. Une fois qu'il fait son inscription sur le site de la UNED Assist pour avoir son attestation d'accès à l'université, et là, à ce moment-là, il peut choisir de passer ses épreuves. Il aura toute une gamme d'offres pour se présenter. Il y a beaucoup de villes dans l'Union européenne où il y a un jury de la UNED qui se déplace. Je cite Paris parce qu'on est en France, mais il y a d'autres villes. Mais on peut le passer aussi en Espagne. Voilà. En Espagne, on peut choisir un des centres qui sont proposés par la UNED. Alors, on peut aller voir sur le site de la UNED Assist où il y a les centres d'examen qui étaient pour la rentrée 2021. Ils n'ont pas encore mis le site à jour puisque on va voir les dates. J'ai mis des dates approximatives des différentes démarches. Et normalement, ce processus de demande d'accréditation que l'on peut faire bien avant d'avoir le résultat du baccalauréat, évidemment, en règle générale, ça démarre en février. Mais on va aller voir plus loin dans un tableau que j'ai fait avec les dates, les principales démarches. Je te laisse continuer, alors vas-y. Très bien. Alors, maintenant, pour que ça puisse vous aider, évidemment, à chercher, et si je veux faire médecine, où est-ce que je vais trouver les facs de médecine, sur le site de notre ministère, il y a un site qui s'appelle le KEDU, que estudiar y donde la universidad, quoi étudier et où à l'université. Et donc, vous avez aussi un moteur de recherche où on peut chercher qu'est-ce que l'on veut faire comme spécialité, comme cursus, est-ce qu'au niveau du grado, au niveau du master, dans les universités publiques, les universités privées, quelle communauté autonome. Et donc, vous avez des questionnaires qui vont vous être renvoyés sur votre écran où vous avez ces informations-là. Pour passage aussi, vous avez aussi sur ce site-là les formations que l'on peut faire en anglais. Mais peut-être c'est moins intéressant pour vous. Alors, quel niveau d'espagnol? Jusqu'à présent, la plupart des universités en Espagne, pour entrer en première année, ne demandaient pas de justifier le niveau d'espagnol, une certification d'espagnol. Par contre, j'ai mis ça cette année parce que la Communauté de Madrid, les universités de la Communauté de Madrid, pour l'année 2021, elles imposent que les étudiants qui ne sont pas espagnols ou qui ont fait leurs études ou leur nationalité d'un pays qui n'est pas, dont on ne parle pas l'espagnol, devaient présenter, pour le cas de Madrid, un niveau B2 en espagnol. Alors, comment on peut faire certifier son niveau B2 en espagnol? Un organisme qui s'occupe de ces certifications, c'est l'Institut Cervantes. C'est l'organisme qui a été créé dans les années 90 pour la diffusion de la langue espagnole à travers le monde. Et évidemment, c'est l'organisme certificateur. Donc, vous avez en France 4 centres. Vous voyez, vous avez ici les adresses. Et ces 4 centres organisent des examens, il y a plusieurs sessions, pour passer le délai, Aurélie en parlait au début, c'est le délai diplôme d'espagnol langue étrangère, où vous pouvez vous présenter au niveau B2. Donc, si les universités, et cette information, on les trouve aussi sur le site des universités, vous demandent le niveau d'espagnol B2, ben, il faudra passer par la certification correspondante. Je précise que les élèves qui ont fait le Bachibac ou les sessions internationales, ces élèves-là, en plus du baccalauréat et des cursus français classiques, ont suivi un enseignement en langue et littérature espagnole et en histoire géo en espagnol, ce qui leur permet à la fin de leur scolarité de demander aussi le parchemin du diplôme espagnol de titre de bachiller. Dans les deux types d'enseignement, le niveau qu'atteignent les élèves est au minimum le niveau B2. C'est souvent C1, voire C2. Donc, les attestations pour les niveaux de langue, c'est nous qui les délivrons à Paris, pour ces élèves-là. Mais sinon, pour les autres, il faut passer, entre autres, par l'Institut Cervantes. Voilà les dates dont je faisais référence tout à l'heure. Alors, la demande d'attestation et les demandes d'inscription générale au PCE, par exemple, à partir de février, le processus démarre sur le site de la UNED. Donc, à partir de là, il faut aller sur ce site-là et ouvrir son propre dossier. C'est facile, et puis après, vous avez pas mal de temps pour le compléter. Il y aura aussi la possibilité de s'inscrire aux épreuves de compétences spécifiques pour l'année 2021. Pour l'année 21-22, la prochaine année, les dates ne sont pas communiquées. Mais pour que vous ayez un exemple, voilà, pour l'année 2021, ceux qui sont déjà en université espagnole, ils pouvaient le faire du 24 février 2020 au 1er juin 2020. Attention, ces dates-là, la seconde date, elle a été reculée
Habituellement, c'est avant. Mais en Espagne, évidemment, nous avons ici le Covid, donc il y a eu un décalage pour pouvoir faire les examens dans des bonnes conditions. Voilà, donc si cette année, si la situation s'améliore, ce qu'on espère tous, peut-être que la date sera avancée à peu près d'un mois. Les examens des épreuves de compétences spécifiques ont lieu à Paris, ont eu lieu du 6 au 8 juillet 2020. Pour l'année, pour ceux qui veulent rentrer à l'université 21-22, les dates ne sont pas encore communiquées. Une fois le site réellement en marche ouvert de l'anglais d'Assise, tout ça sera précisé. Et les prescriptions universitaires dans les universités publiques se font à partir de mi-fin juin et début juillet. Donc, c'est des dates importantes à retenir, en sachant que les préinscriptions dans les universités privées, dans certaines d'entre elles, ont déjà commencé. C'est-à-dire le processus de demander, par exemple, le dossier de l'élève, ou alors il va être convoqué à des épreuves ou à des entretiens. Ça y est, il y en a certaines qui l'ont déjà démarré. Donc, il est très important, ceux qui veulent faire dans les universités privées, qu'ils commencent à se renseigner dès à présent. Quels sont les frais d'inscription à l'université? C'est quand même un élément important à tenir en compte. Alors, vous voyez que dans les universités publiques, là, le premier tableau, c'est une moyenne. Ça coûte environ 1 100 € pour l'année. C'est 1 100 € par année. Si vous faites un grado en 4 ans, il faudra multiplier ça par 4. Pour le master, c'est un petit peu plus cher, 1 700 par an également. Multiplier ça par l'année de master. Dans les universités privées, alors là, les frais d'inscription, c'est les établissements privés, les universités qui les déterminent. Donc, ça peut aller de 5 à 15 000, voire plus. Dans les exemples que j'ai mis à droite, vous voyez, c'est plus. Le master, vous voyez un petit peu les prix. Et je vais vous parler de moyenne parce que je reviens à ce que j'ai dit au début. Communauté autonome, pleine compétence en matière éducative. Donc, c'est les communautés autonomes qui déterminent pour les universités qui sont dans leur territoire les prix des inscriptions à l'université. En suivant les cursus, par exemple en Galice, ça peut être entre 590 et 836 €, mais regardez la différence par rapport à Madrid ou en Catalogne, où ça peut être multiplié par 2 ou presque par 3 pour certains cursus. Visez, vous pouvez aussi regarder des universités qui offrent la formation qui vous intéresse dans des communautés autonomes moins courues que les universités madrilènes ou les universités catalanes. Alors, en ce qui concerne les universités privées, bon, c'est elles qui décident des prix pratiqués, donc c'est des prix également à l'année, à multiplier par le nombre d'années. Les bourses, on a parlé tout à l'heure des possibilités de financement. Bon, je ne reviens pas sur la bourse à venir parce que cette information-là l'ont automatiquement tous les élèves qui sont dans les sections Bachibac et les sections internationales espagnoles. Eux aussi peuvent demander les bourses attribuées sur critères sociaux. Alors, j'ai mis les bourses du ministère de l'Enseignement supérieur. Là, par contre, je demande à Dorothée et Yvan peut-être de préciser et de me corriger. Mais normalement, le ministère de l'Enseignement supérieur, les bourses sur critères sociaux françaises, elles peuvent être attribuées si l'étudiant prépare en Espagne un diplôme national dont le domaine relève de la compétence de ce ministère. S'il prépare, par exemple, un diplôme de kiné, ça ne marchera pas, parce que je crois que ça dépend du ministère ou d'infirmière de la santé, ça ne marcherait pas. Mais si c'est un diplôme préparé qui relève du domaine du ministère de l'Enseignement supérieur, il peut demander la bourse française, sur critères sociaux. Et en Espagne, évidemment, le ministère des Universités, avec le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle, offre tous les ans des bourses. Alors, j'ai mis uniquement les frais d'inscription parce que je vais uniquement parler de la possibilité d'obtention de bourse si l'élève a la nationalité française et qu'il n'a pas de lien direct en Espagne. C'est-à-dire, il n'habite pas en Espagne, ses parents n'habitent pas en Espagne, personne de sa famille ne paye d'impôts en Espagne. Donc, la seule possibilité pour lui d'avoir une bourse du ministère espagnol concernera uniquement le volet frais d'inscription. S'il l'obtient, j'insiste, attribué uniquement sur critères sociaux. Donc, les revenus des parents sont très importants, ils sont pris, c'est le premier critère pour avoir cette bourse. Il sera exempté des frais d'inscription. Que se passe-t-il s'il est exempté des frais d'inscription, mais il s'inscrit dans une université privée? Est-ce qu'il va être exempté des 15 000 ou 16 000 €? Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Il sera exempté du montant des frais d'inscription qui sont pratiqués par l'université publique la plus proche pour la même formation. Si médecine à l'université de Navarre, une université privée, coûte 15 000 par an et l'université publique le fait à 1 500, il recevra une bourse de 1 500 €. Voilà en ce qui concerne les bourses octroyées par les deux pays. On a parlé déjà des doubles diplômes, donc je vais passer très rapidement, uniquement signaler, voilà, 2 diplômes. Le principe, c'est un diplôme français, un diplôme espagnol, et le cursus partagé entre la France et l'Espagne.
l'exemple que nous a donné Lola, qui a été très bien illustré, c'est l'exemple même. Sur notre site, vous avez un catalogue avec les doubles diplômes existants. Vous avez la même chose, fait par l'ambassade de France à Madrid, un petit peu un état des lieux de ce qui existe. Alors, on parle bourse, on parle coût de la scolarité, parlons coût de la vie. Alors, c'est un petit peu une moyenne, peut-être que Lola va intervenir un petit peu pour qu'elle nous donne son ressenti, mais vous voyez des exemples de villes qui sont relativement chères, hein. Les différents postes, hein, le transport, la nourriture, les loisirs, évidemment le logement, combien ça peut revenir à peu près par mois pour vivre décemment, hein, dans une des grandes villes réputées chères. Et vous avez la même chose pour le reste de l'Espagne, hein. Vous voyez, je repasse la première pour que vous ayez en tête un petit peu les chiffres. Je repasse à la seconde. Donc, on peut avoir des économies. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'est peut-être pas totalement idiot d'aller faire ses études dans une ville de province, hors ces grandes agglomérations, où la vie est moins chère et le coût même de l'enseignement est également moins cher. Je ne sais pas, Yvan, si tu veux que peut-être Lola nous parle un petit peu de ces conditions de vie à Madrid. Je pense que ce serait bien, oui, que Lola puisse témoigner un petit peu, de voir un petit peu comment elle a pu se loger sur Madrid et comment est-ce qu'elle vit. Moi, avant que Lola intervienne, je veux dire, bienvenue en Espagne, hein. Oui. On vous attend les bras ouverts et puis prêt à répondre à vos questions. Par rapport aux conditions de vie, du coup, moi j'ai trouvé mon appartement donc, sur un site qui s'appelle Idealista. Donc je paye 330 €. C'est une colocation. Je paye 330 € plus à peu près, suivant les mois, entre 30 et 50 € de charges par mois. Au niveau des transports, la communauté de Madrid fait un abonnement pour tous les étudiants et les mineurs à 20 € par mois. Donc ça, c'est super intéressant pour pouvoir se déplacer. Et c'est vrai qu'au niveau du coût de la vie, du coup, c'est moins cher, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc ça permet de pouvoir sortir et se faire plaisir plus souvent. Et je dirais au niveau des courses, de la nourriture, etc., je pense que je suis à peu près à 100-150 € par mois. Donc voilà, ça revient quand même un peu moins cher qu'en France, ouais, je pense. Je veux juste compléter un petit peu ce que dit Lola. En ce qui concerne le logement, une pratique qui est très utilisée en Espagne pour se loger, c'est la colocation. D'ailleurs, un exemple vivant, c'est Lola. Et donc, il y a beaucoup de journaux, de revues, d'annonces dans les universités qui proposent des colocations. C'est la formule qui est pratiquement recherchée par une grande majorité d'étudiants. En ce qui concerne la vie à Madrid, c'est vrai que l'on peut vivre sans trop de moyens. Je donne des exemples. Il y a des restaurants où l'on fait, bon maintenant, ils fonctionnent quand même, hein, malgré le Covid, des restaurants où on peut manger un repas complet, boissons comprises, pour 9,50 €, 10 €. Et de très bonne qualité. Donc, c'est vrai que c'est très jouable. Lola, pour revenir un petit peu à votre adaptation, est-ce que il y a des choses qui vous ont marqué un petit peu quand vous êtes arrivé sur Madrid, que ce soit en positif ou en négatif, et dans la vie de tous les jours ou à l'université? Je dirais qu'au niveau de l'intégration, pour moi en tout cas, je trouvais que ça s'était fait très vite et très facilement. Je trouve que c'est beaucoup plus facile en Espagne d'aller même aborder les gens. Après, quand on est tout seul aussi, on est un peu obligé de se forcer si on a besoin. Mais c'est vrai que en fait, c'est un peu une vie alors que c'est une grosse ville de quartier qu'on n'a pas forcément en France. Donc, par exemple, dans la rue, il y a le poissonnier, le pharmacien, et au fur et à mesure, ça a créé des liens et on commence à connaître un peu tout le monde. Après, au niveau de l'université, c'est pareil, je trouvais que la relation avec notamment les personnels et les professeurs, elle est beaucoup plus proche que ce qu'elle peut être en France. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Et par rapport justement au coût de la nourriture, à l'université, il y a aussi une sorte de restaurant universitaire où on peut manger un repas complet autour de 5 €. Ça, c'est plutôt bien aussi. Après, allez-y. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation précisément avec les enseignants? Est-ce que si l'approche est facile? Oui. En fait, les cours, c'est divisé comme en France. En fait, il y a des cours magistraux et donc des practicas. Donc, c'est un peu comme des TP, des travaux pratiques. Et donc, il y a des 2 périodes d'examen en janvier, février et en juin.
Mais même quand on est en cours magistraux, il y a de l'intervention, c'est beaucoup plus vivant, donc on peut poser des questions. Après, les professeurs, ils ont un bureau aussi dans l'université où on peut passer si on a des questions, si on a besoin de quelque chose. Donc voilà, la relation, elle est beaucoup, beaucoup plus proche. En général, on tutoie la majorité d'ailleurs des professeurs. Donc voilà. Très bien. Yvan, tu veux dire? Oui, je voulais demander à Aurélie, je ne sais pas si elle est toujours parmi nous, voilà, si justement vous avez un petit peu Je suis là. le même retour par rapport aux étudiants de Lyon 3 qui partent en Espagne, voilà, le rapport un peu qu'ils ont aux études là-bas, aux enseignants. Oui, globalement, c'est les retours qu'on a, hein. C'est sûr que par rapport, en France, la relation est un peu plus, je dirais, froide, un peu plus distante entre les enseignants et les étudiants par rapport à l'Espagne. Ça rejoint totalement ce que Lola vient de dire. D'accord. Et je vais vous demander aussi, donc là, Aurélie, vous avez vécu, vous, 2 ans donc en Espagne. Oui. Est-ce que, donc un peu même question que pour Lola, est-ce que vous avez vu des choses particulières par rapport à l'adaptation, des choses qui facilitent ou au contraire qui peuvent mettre des fois en difficulté? Oui, bah alors moi j'étais en Galice, donc c'est pas du tout le même contexte que Madrid, et j'étais dans une petite ville, j'étais à Orense, donc je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent. C'est moins connu que Madrid. Et effectivement, on retrouve vraiment ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de parler aux gens. Les gens viennent plus facilement nous parler, même dans les commerces. C'est vrai qu'en France, c'est quand même rare qu'on connaisse son boulanger ou les petits commerces du coin. Ça existe encore, hein, mais c'est beaucoup plus fréquent en Espagne, je pense. Et oui, c'est globalement plus facile de parler avec les gens. Donc après, ça veut pas dire que tout le monde vient vous parler comme ça. C'est à vous aussi de faire l'effort d'aller vers les personnes. Mais je pense que c'est un peu plus facile qu'en France. Le contact est plus facile. Alors là, peut-être pour Francisco, donc là on voit que l'Espagne voilà, accueille beaucoup d'étudiants, hein. C'est un des pays qui accueille le plus d'étudiants Erasmus. L'Espagne est rentrée dans une démarche également vraiment d'internationalisation de son université. Donc tu as parlé un petit peu, Francisco, des cours en anglais, hein, parce qu'il y a eu une question du coup dans le fil de discussion là. Est-ce qu'il y a beaucoup de cursus qui sont proposés en anglais aux étudiants? Alors, tu vas avoir des cursus qui sont en anglais parce que je suppose que c'est quelqu'un qui veut rentrer en première année. Est-ce que tu as la question sur le cursus précis? Pas spécialement là, mais là, du coup. Pas spécialement. Parce qu'il y a le premier niveau en grado, il y a beaucoup de cursus qui sont en anglais, purement en anglais ou partagés avec l'espagnol au niveau du master. Mais en grado, il y a certaines universités, surtout privées, qui proposent même une première année pratiquement en français, hein. On peut trouver une première, c'est-à-dire c'est une approche, mais aller faire un cursus en anglais en Espagne, moi personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Peut-être pour une première adaptation, un petit peu en français en anglais pour se mettre dans le bain, mais si l'on veut faire 4 ans d'études, c'est la durée minimale, autant se lancer ou soit directement en espagnol, ou alors se lancer très vite en espagnol. Mais sur le moteur de recherche que j'ai indiqué, on peut voir quelles sont les formations. Moi, j'avais jeté un coup d'œil, la plupart des formations, c'est un mix quand même, hein. Voilà, c'est pas purement tout en anglais, hein. D'accord, merci Francisco. Il est déjà 19h passé, il va falloir qu'on arrive du coup à la conclusion. Donc déjà, merci à tous d'avoir participé à cette visioconférence. Pour ceux qui ont encore des questions, et j'imagine qu'il y en a, on n'a pas pu aborder tous les points, n'hésitez pas à nous contacter via le site euroguidance-france.org. Il y a un formulaire de contact où on répond voilà, quotidiennement aux questions. On les transmet également à Francisco quand elles sont très très précises. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être du coup là, avant de se quitter, est-ce qu'on peut refaire un dernier petit tour de table ou rapidement voilà, indiquer quels conseils vous pourriez donner à un lycéen, un étudiant qui aurait des doutes encore pour partir étudier à l'étranger, en l'occurrence en Espagne. On va peut-être commencer par Lola, hein, honneur aux étudiants. Je dirais bien se renseigner sur la formation que vous allez choisir, parce que partir en Espagne, c'est bien, mais il faut aussi que ce que vous choisissiez en Espagne, ça vous plaise vraiment. Parce que le fait d'être loin et tout ça, des fois, c'est plus difficile de s'accrocher pour les cours. Donc, il faut réussir à trouver quand même quelque chose qui plaise au-delà de juste la culture et la langue. Merci Lola. On va passer à Aurélie. Aurélie, qui vous faites partir beaucoup d'étudiants en Amérique latine et en Europe du Sud, en tout cas quand les conditions le permettent. Alors, oui, c'est vrai qu'en ce moment, un peu moins. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à des étudiants là, qui arriveraient dans votre bureau, qui seraient encore un peu hésitants, j'y vais pas? Alors, je pense que je vais rejoindre Lola. Je pense que la première chose, parce que souvent les étudiants sont
veulent partir en Espagne parce que c'est sympa, l'Espagne et l'Andalousie c'est joli et en vacances c'était super sympa. Mais la première chose qu'il faut regarder, c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mon projet universitaire, mon projet professionnel derrière, et rester cohérent et donc aller se renseigner sur le site de l'université espagnole. Est-ce que les cours qui sont dispensés, c'est ce que je veux faire? Est-ce que c'est cohérent avec mon projet? Ensuite, je vais redire ce que j'ai dit lors de ma présentation. Il faut vraiment que les étudiants s'y prennent en avance. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui se font avoir par les délais parce qu'ils disent ah, je m'y prends 6 mois en avance et non, c'est trop tard, les dossiers sont déjà rendus, on est en train de faire les entretiens. Donc vraiment, quand vous arrivez, si vous avez déjà ce projet en tête, quand vous arrivez à l'université, renseignez-vous tout de suite, allez voir les relations internationales. Ils sont là pour vous renseigner. Il y a plein d'événements qui sont organisés dans toutes les universités, donc c'est la première des choses à faire. Et alors, je sais qu'aujourd'hui c'est l'Espagne, mais même si vous avez le projet de partir en Espagne, ouvrez-vous un peu plus, renseignez-vous sur les autres zones. Parce que peut-être que ce ne sera pas possible pour X ou Y raison, des fois les partenariats ne le permettent pas, ou c'est pas la bonne année, etc. Et des fois on a une idée en tête, mais quand on se renseigne un peu sur les autres zones, il y a plein de possibilités pour partir. Donc voilà, renseignez-vous quand vous arrivez et anticipez. Merci Aurélie. On va laisser l'honneur aux dames. Tu es d'accord, Francisco? Dorothée? Comme d'habitude, comme d'habitude. Alors moi, peut-être plus que des conseils, je donnerais des raisons en fait d'aller étudier en Espagne. La proximité, le fait que ce soit dans l'Union européenne, et donc ça facilite quand même un certain nombre de démarches aussi. Et puis les opportunités d'études et la vie étudiante avec un couvre-feu qui est avancé à 23h, ça donne envie quand même. Francisco? Oui, ben, tout a été dit, hein. Lola, Aurélie et Dorothée. J'ajouterais quand même, je reviendrai sur le projet, bien préparer son projet, parce que on a raté ici la médecine, on veut le faire en Espagne. Voyez dans tous les cas le problème de financement. Est-ce que j'ai les financements suffisants pour pouvoir, parce que quand on part en Espagne, il faut calculer un budget sur 4 ans, donc c'est quand même important. Mais bon, ça n'arrête pas la plupart des étudiants. Ils arrivent à trouver des financements. Par contre, ceux qui veulent partir en première année d'université, se renseigner dès maintenant à tout ce que j'ai dit précédemment. Allez sur les sites, ce qu'a dit Aurélie et Lola aussi. Allez sur les sites. Voilà, la nota de corte, étudiez bien les conditions. Voilà, tout. Allez sur les sites dès à présent. Évidemment, comme disait Yvan, nous sommes aussi à Paris pour répondre à votre question. Moi, personnellement, je pourrais répondre à vos questions dans une semaine parce que je pars en vacances en Espagne la semaine prochaine. Mais évidemment, s'il y a des questions, je pourrai répondre après. Et donc, revenez vers nous si nous pouvons vous aider. Ça sera avec grand plaisir. Si je peux juste ajouter quelque chose, pardon. Mettez-vous en contact avec des étudiants espagnols qui sont sur place, qui sont en France, parce que c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir discuter avec des étudiants espagnols, ou alors des étudiants français qui sont partis en Espagne. Donc ça, vous pouvez passer par les services des relations internationales de votre université. Nous, on a des contacts, donc ça aussi, c'est une chose à faire, je pense, c'est avant de partir, c'est le meilleur moyen pour se renseigner aussi. Pour avoir des exemples concrets. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Lola donc, a bien voulu donner son contact à un des participants qui lui l'a demandé. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, avec le réseau Reguidance, on pourra aussi vous laisser le mail de Francisco et de Lola. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Aurélie, voilà, de ne pas hésiter à vraiment se renseigner, s'ouvrir un petit peu, éventuellement sur d'autres destinations. N'oubliez pas également que donc, avec le réseau Euroguidance, donc, on organise différentes visioconférences, on en a beaucoup qui viennent. La prochaine, le 4 février, j'en ai même oublié une en janvier, dès la semaine prochaine, il y aura des témoignages sur la mobilité en Allemagne. Donc le 4 février, mobilité, handicap et problèmes de santé. Le 18 février, tout ce qui concernera l'année de césure et Parcoursup. Et un peu plus tard dans l'année, vous verrez également des visioconférences concernant notamment les volontariats, par exemple. Sur le site euroguidance-france.org, vous retrouvez vraiment beaucoup d'informations sur les destinations, sur les façons de partir. Vous avez toujours une rubrique contact, donc n'hésitez pas à nous contacter, envoyer un formulaire. Donc merci à tous et bonne fin de journée, bonne mobilité pour ceux qui auront l'occasion de partir.